Une tombe pour deux. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai eu un certain nombre de personnes bien intentionnées et inquiètes pour moi dans mon entourage qui m'ont fait remarquer que je consommais beaucoup d'alcool ces derniers temps. C'était leur façon élégante de me dire que je me défonçais chaque nuit. Je ne peux pas dire qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas dire non plus que leurs préoccupations n'étaient pas fondées. Je ne peux pas mentir en disant que je consommais avec modération et essayer de noyer le poisson. Mais je peux dire une chose cependant. Je peux vous regarder droit dans les yeux et vous dire avec une certitude absolue que si jamais vous verriez ce que j'ai vu dans le noir, vous seriez disposé à vous mettre la tête à l'envers comme je l'ai fait chaque soir. Il y a 2 choses que vous devez savoir dès le départ sur la façon dont tout cela a commencé. La première est que mon père était à la tête d'une famille criminelle très célèbre. Par célèbre, je veux dire que n'importe qui avec un peu de bon sens n'aurait pas voulu avoir des problèmes à régler avec elle. Pour des raisons que vous comprendrez, je ne donnerai ni son nom, ni le nom de l'entreprise commerciale qui lui sert entre autres de couverture. La deuxième chose est que je n'ai jamais été impliqué dans ces affaires, à aucun moment de ma vie. Ma mère, paix à son âme, s'en est assurée. Je n'ai jamais vraiment été attiré par ce monde de toute façon. Bien sûr, l'argent aurait été apprécié, mais quand vous grandissez en entendant des histoires de personnes qui n'ont jamais pu profiter de leur vie à cause des dangers associés au travail pour mon père, vous comprendrez qu'il existe de meilleures façons de subvenir à vos besoins sur le long terme. Le problème, du moins dans mon cas, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se fichent bien des choix personnels que vous avez faits. C'est un fait qui m'est venu en pleine tête un vendredi après-midi. Une minute, je marche tranquillement dans mon quartier soi-disant sûr, et la minute suivante, je me fais arracher par 2 voyous à l'allure de gorille. Le plus petit des 2, et j'utilise ce terme dans son contexte, a mis sa main gantée sur ma bouche et ils m'ont transporté à l'arrière d'une camionnette stationnée juste à côté sans aucun effort. Un bâillon a été enfoncé dans ma bouche et un sac a été enfilé sur ma tête avant qu'il ne me vide les poches. Je n'avais aucun moyen de me souvenir combien de temps s'était écoulé lorsque la camionnette s'est finalement immobilisée. Mais cela faisait définitivement un bon moment. J'ai entendu les portes arrière de la camionnette s'ouvrir et un instant plus tard, on m'a fait sortir du véhicule. Le sac m'a été retiré et j'ai pu enfin respirer de l'air frais. Devant moi se tenait une femme beaucoup plus petite que moi. Elle semblait encore plus petite avec les 2 gorilles à ses côtés. Mais le costume coûteux et le pistolet qu'elle portait autour de la taille en disaient suffisamment pour imposer le respect. Mes jambes se mirent à trembler alors que je regardais rapidement autour de moi et que j'ai vu que nous nous trouvions dans un cimetière. La femme m'a expliqué qu'elle et ses associés étaient employés d'une certaine organisation rivale de celle de mon père et que son employeur en était venu à la conclusion qu'il était temps pour mon père de prendre sa retraite loin de son territoire. Elle m'a aussi dit que son employeur ne voulait pas que du sang se répande inutilement dans les rues. Ils ont donc conclu que la meilleure façon de rendre le transfert de pouvoir propre et en douceur était de m'enlever afin de me l'utiliser comme une monnaie d'échange. Elle se retourna et commença à traverser le cimetière. Les 2 gorilles m'ont agrippé par les bras et m'ont à moitié traîné derrière elle. C'était un vieux cimetière, avec des pierres tombales abandonnées et abîmées qui étaient en train de se faire envahir par la mousse et les mauvaises herbes. Notre petit groupe s'est arrêté devant le tronc d'un arbre noueux avec une tombe ouverte à ses côtés. J'ai penché la tête pour regarder à l'intérieur du trou et j'ai vu qu'il était d'une profondeur de 5 ou 6 pieds environ et qu'il y avait un cercueil au fond. Son couvercle était ouvert et il y avait une bonbonne d'oxygène placée à l'intérieur. La femme m'a regardé longuement avant de me demander si je savais où j'étais. Il y eut l'amorce d'un léger rictus malsain au bout de ses lèvres. Cela n'augurait rien de bon. Je ne pouvais pas répondre à cause du bâillon qui était toujours à ma bouche, alors j'ai simplement secoué la tête. Elle se mit à me dire que je me tenais devant le lieu de repos de Lucia Walden, une femme qui avait vécu dans la région près de 400 ans plus tôt. Les habitants de la ville avaient affirmé qu'après avoir été moquée et humiliée par un groupe de jeunes gens, elle avait conclu un pacte avec le diable. Elle a utilisé ses nouveaux pouvoirs pour les ensorceler et les forcer à se pendre dans les bois voisins. L'histoire disait également qu'elle avait aidé un démon à posséder un ministre, qui avait ensuite assassiné une demi-douzaine d'habitants de la ville avant de se faire maîtriser. Elle avait été proclamée sorcière et la sentence qui avait été décrétée était la mort. Les habitants de la ville avaient exécuté cette sentence en l'enterrant vivante. Mon ravisseur m'a informé que, contrairement à elle, j'avais le choix. Je pouvais choisir d'entrer volontairement dans le cercueil ou qu'elle me mette tout de suite une balle dans la tête. Un des hommes enleva le bâillon de ma bouche pour que je puisse répondre. Ce n'était pas vraiment un choix. J'ai choisi le cercueil. Alors que je descendais lentement dans le cercueil, j'ai pris soin d'éviter de marcher sur la bonbonne d'oxygène. Je n'étais pas si idiot. Comme Lucia Walden avant moi, ils allaient m'enterrer vivant aussi longtemps qu'il faudrait à mon père pour accepter leurs conditions. La dernière chose dont j'avais besoin pour l'instant était d'endommager accidentellement la seule chose qui me maintiendrait en vie. Cela supposait que mon père cède finalement à leur demande, bien sûr.
J'ai pensé que c'était du pile ou face. Je me suis donc allongé dans le cercueil. C'était bizarre, et c'est le moins qu'on puisse dire. J'arrivais à peine à rentrer à l'intérieur. Je n'avais pas beaucoup de place pour bouger les bras ou les jambes, et le haut de ma tête heurtait le bois quand je la relevais. La femme m'a demandé de mettre le masque en plastique attaché au réservoir d'oxygène et j'ai obtempéré. Il couvrait mon nez et ma bouche, et il s'ajustait étroitement contre ma peau. Une fois mon masque ajusté, elle est descendue avec l'aide des 2 gorilles et tourna la valve de la bonbonne pour permettre à l'oxygène de circuler. Elle claqua ensuite le couvercle du cercueil et c'était le noir. J'avais fait de mon mieux pour rester calme quand mes ravisseurs étaient là. J'étais déterminé à ne pas leur donner la satisfaction de me voir effrayé. Ils voulaient évidemment que je le sois, car il n'y avait aucune raison de choisir cet endroit sinistre pour l'enterrement et de me raconter l'histoire de Lucia. Mais au moment où le couvercle s'est refermé sur moi et que j'ai été plongé dans l'obscurité, la peur a commencé à m'envahir. C'était le bruit des paquets de terre heurtant sur le couvercle qui m'a fait basculer. Je leur ai crié de me laisser sortir, mais ma voix était étouffée par le masque et le bruit qui s'échappait était plat dans l'enceinte du cercueil. Cela a commencé comme une demande, mais ça s'est rapidement transformé en un plaidoyer. J'ai crié qu'ils n'avaient pas besoin de faire ça et que je pouvais parler avec mon père pour qu'il leur donne ce qu'il voudrait. La seule réponse que j'avais obtenue fut le bruit sourd d'un peu plus de terre frappant le couvercle. Chaque bruit émis par les pelletées de terre devenait de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il n'y eût plus rien. J'ai essayé de pousser contre le haut du cercueil avec mes mains, mais je n'ai pas pu y mettre beaucoup de force en raison de l'espace limité. Puis j'ai fléchi au maximum les jambes pour pousser avec mes rotules. Le bois a légèrement craqué mais il n'a pas bougé. Il l'avait effectivement fait. Il m'avait enterré vivant. Mon esprit chancela à cette pensée. Logiquement, j'avais su qu'il allait finir par m'arriver quelque chose à cause des conneries de mon père. Mais le fait d'être pris au piège sous une demi-douzaine de pieds de terre était une toute autre histoire. Je n'arrivais plus à réfléchir normalement. Je paniquais. Je me suis débattu et mis à lutter sans succès contre ce maudit cercueil. Je n'arrêtais pas de crier tout et n'importe quoi. Cela n'avait plus vraiment d'importance. Les mots n'étaient plus importants. Ils n'étaient plus qu'un sous-produit de la terreur qui m'avait saisi et j'étais seul dans le noir, incapable de bouger. C'est le sifflement de l'air qui s'échappe hors du masque qui a fini par me ramener à la raison. Mon agitation avait fini par faire glisser le masque en plastique hors de mon nez. Une nouvelle peur a commencé à s'insinuer. Si le masque tombait, je finirais par m'asphyxier. Me forçant à bouger lentement, j'ai réussi à faire glisser ma main sur ma poitrine et mon menton pour saisir le masque en plastique. Cela a pris quelques minutes, mais j'ai pu le remettre en place. Cette quasi-catastrophe m'a fait comprendre que je devais garder la tête froide si j'avais une chance de survivre. Continuer de paniquer ne ferait que vider plus rapidement mon approvisionnement en oxygène. Je ne savais pas combien de temps durerait le réservoir et je ne voulais pas en tester les limites. M'autorisant une profonde inspiration, j'ai expiré lentement et j'ai attendu que mon rythme cardiaque se stabilise. Je restais allongé silencieusement dans le noir pendant une durée indéterminée. Cela aurait pu être des minutes, ou bien des heures. Je n'en avais plus aucune idée. Je n'avais jamais été dans le noir total auparavant. Bien sûr, j'avais été dans des pièces avec les lumières éteintes, ou dans d'autres endroits où il faisait très sombre, mais jamais dans cette absence totale de lumière. C'était comme si les ténèbres s'étaient matérialisées et s'écrasaient physiquement contre moi. C'était lourd et oppressant. C'était implacable. Le silence était une toute autre affaire. À certains égards, c'était pire que l'obscurité. Ça avalait tout. Tout bruit que j'émettais était instantanément absorbé. Il n'y a aucun moyen de mettre des mots sur le sentiment d'isolement que je ressentais. Pendant longtemps, les seules choses que j'ai pu entendre étaient l'air libéré dans le masque et ma propre respiration. Puis mes jambes ont commencé à picoter et je ne pouvais pas les étirer pour soulager cette sensation inconfortable. Mon corps s'est alors mis à me démanger à plusieurs endroits. J'ai pu en gratter quelques-uns sur le haut de mon corps, mais la majorité d'entre eux étaient hors de portée. Pire, ils devenaient de plus en plus irritants. L'idée m'est venue que j'allais finir par devenir fou. Alors que j'étais distrait par mon inconfort, j'entendis une voix. C'était très faible, et cela n'a duré qu'un instant. Ça faisait tellement longtemps. Je me suis instinctivement redressé au son de la voix. Mon front a heurté douloureusement le couvercle. Et, pendant un instant, l'obscurité a été remplie de lumières vives qui se sont mises à clignoter devant mes yeux. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et elles finirent par s'estomper. C'était une voix de femme. Ça ne ressemblait pas à la femme avec le pistolet. Le ton était différent et elle était sèche et rauque. Ça venait de loin, comme si j'étais debout au bout d'un tunnel et que l'orateur était à l'autre bout. Je soupirais de soulagement. Il y avait peut-être quelqu'un près de la tombe. Mon père avait dû conclure un marché et mes ravisseurs étaient revenus pour me déterrer. Je me suis mis à écouter attentivement et j'ai attendu. Plus rien.
Je perdis lentement espoir. Cet espoir a rapidement été remplacé par un malaise. J'avais vraiment entendu une femme me parler. Cela ne faisait aucun doute dans mon esprit. Quelqu'un s'était-il vraiment approché assez près de la tombe pour que sa voix pénètre à travers 6 pieds de terre? Les démangeaisons sont revenues alors que j'envisageais l'autre possibilité. Entendre des voix imaginaires était un signe de folie. Est-ce que je me mettais à halluciner? J'étais soudainement absolument certain que je n'étais plus seul. J'ai essayé de me dire que c'était impossible. J'étais enterré dans un fichu cercueil à 6 pieds sous terre. Bien sûr que j'étais seul. Il fallait que j'arrête de délirer. C'était aussi facile à prouver. Tout ce que j'avais à faire était de lever les mains et de toucher le couvercle en bois. Peu importe à quel point j'essayais d'être logique, je n'arrivais pas à me convaincre qu'il n'y avait pas quelque chose d'horrible directement à côté de moi dans l'infinie obscurité. Puis j'ai entendu un bruit de grattement en dessous de moi. Cela provenait de l'extérieur du cercueil, profondément dans le sol. J'ai été si seul ici, profondément enfouie. La voix de la femme ne venait pas de l'extérieur. C'était dans ma tête. Ensuite, les ténèbres au-dessus de moi se sont mises à se déplacer. Ce n'est pas comme si je pouvais le voir ou l'entendre. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais j'ai su que c'était vrai, que c'était en train de se passer. Le grattement devint de plus en plus fort. Il provenait toujours d'en dessous de moi, mais il se rapprochait lentement. J'ai pensé à ce qu'on m'avait dit sur l'endroit où j'avais été enterré. Elle m'avait dit que le cercueil était au-dessus de la tombe d'une sorcière. J'avais pensé qu'il s'agissait d'une simple tactique pour me faire peur, mais je commençais maintenant à croire que tout ce qu'elle m'avait dit était vrai. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale et je me mis à trembler. Le grattement se rapprocha de plus en plus. Laisse-moi te montrer. Je sentis une sensation de froid contre mon front. C'était comme si des doigts glacés étaient pressés contre ma tête. L'obscurité éclata en une lumière rouge et mes yeux s'écarquillèrent tandis que les images défilaient devant eux. J'ai vu une femme aux longs cheveux noirs marcher dans les bois. Elle portait une robe grise avec un bonnet assorti. Dans ses mains se trouvait une corde qui était attachée à un sac noir qu'elle traînait derrière elle. Il avait l'air lourd, mais elle ne semblait pas gênée par le poids. Elle arriva à une clairière au milieu des arbres. Il y avait des pierres de toutes les tailles qui formaient un cercle, et au centre du cercle se trouvait une plateforme surélevée en roche. Elle laissa tomber le sac au centre de la plateforme avant de le défaire. Elle sortit ensuite 3 têtes d'hommes et les disposa en forme de triangle sur la plateforme. Ma vision s'est ensuite brouillée. Quand elle s'est éclaircie, je voyais la même femme debout devant une petite maison en bois au toit de chaume au cœur d'une forêt. La maison était entourée d'une dizaine de personnes vêtues de longs manteaux et tenant des torches allumées. Ils la désignaient du doigt en lui criant dessus. Ils l'ont accusée d'être une sorcière et d'avoir commis des meurtres. La femme a essayé de les raisonner, mais quand il était devenu clair que cela ne fonctionnait pas, elle a haussé les épaules et a souri méchamment. Elle récita ensuite des paroles dans une langue étrangère, et une meute de loups sortit des bois et attaqua le groupe de personnes qui s'étaient rassemblées devant sa maison, pendant qu'ils essayaient de s'échapper. Puis tout redevint flou, et quelques instants plus tard, je voyais une fosse profonde. La femme était allongée au fond, d'épaisses chaînes de fer enroulées autour de son corps. Les hommes utilisaient des échelles pour sortir du trou, et après qu'ils étaient tous sortis, ils tirèrent les échelles derrière eux. Pendant qu'un prêtre à l'air hagard récitait des prières à haute voix, les hommes ont commencé à pelleter de gros monticules de terre dans le trou. La femme s'est mise à hurler des obscénités pendant qu'ils œuvraient. Bientôt ses cris cessèrent alors qu'ils la couvraient de terre. Les hommes ont continué leur tâche alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon. J'étais soudainement de retour dans l'obscurité. Je reprenais mon souffle, sans savoir que je l'avais retenu. Au-dessus de moi, le grattement se faisait plus fort et plus proche. J'aurais remis en question ma santé mentale si j'avais pu avoir un peu de recul sur ce qui était en train de se passer. Mais ma raison m'avait abandonné au moment où je descendais. Ici, au sous-sol, il n'y avait que le néant, l'obscurité et la désolation. Ici, Lucia Walden s'était libérée des lourdes chaînes qui la retenaient et elle essayait de se frayer un chemin à travers la terre pour m'atteindre. Peut-être qu'elle était encore en vie d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que la mort n'était tout simplement pas suffisante pour l'arrêter. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui m'inquiétait pour le moment, c'était qu'elle progressait dans ma direction et que je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de place pour 2. Ma terreur a pris le dessus sur moi et j'ai commencé à donner des coups de pied sur le dessus du cercueil en criant de manière incohérente. À ce moment-là, toute pensée logique avait disparu. Il n'y avait plus que l'instinct primaire. Je pouvais entendre le creusement continuer en dessous de moi, même par-dessus mes cris. Le rythme s'était accéléré, comme si elle était plus impatiente maintenant qu'elle savait qu'elle se rapprochait du but.
Cela m'a demandé énormément d'efforts, mais j'ai réussi à reprendre le contrôle de moi-même et me calmer. Le grattement semblait n'être plus qu'à quelques pieds en dessous de moi maintenant. J'entendais aussi d'autres choses. Au début, je ne l'ai pas remarqué par-dessus les rires qui s'estompaient, mais finalement c'était assez proche pour que je le discerne. C'était un léger tintement métallique qui venait d'en haut. Cela me semblait vaguement familier, mais je n'arrivais pas à l'identifier. La sorcière avait dû l'entendre aussi, car le creusement s'est arrêté et tout était silencieux à l'exception de ce bruit. Je pouvais ressentir que la présence à l'intérieur du cercueil avec moi, dont j'étais maintenant convaincu qu'il s'agissait de l'esprit de Lucia Walden, avait tourné son attention vers le haut. La température à l'intérieur du cercueil a commencé à monter. Elle était en colère et sa rage irradiait de son esprit en vagues de chaleur. Cela n'a pas d'importance. Il est trop tard. Le grattage a recommencé, mais cette fois c'était plus frénétique qu'avant. Il m'a fallu un moment pour assimiler ce qu'elle venait de dire. Une fois que je l'ai fait, les choses se sont mises en place et je ressentis une petite lueur d'espoir. Le cliquetis de métal était le bruit d'une pelle frappant le sol. Mes ravisseurs étaient revenus et commençaient à me déterrer. L'objectif de la sorcière s'était transformé en une course de vitesse et j'étais le trophée. Il y eut un petit bruit sourd juste en dessous de ma tête et le grattement a cessé pendant un bref instant. Les mains de la sorcière avaient atteint le cercueil. Je pouvais réellement sentir les doigts râpés contre le bois alors qu'il commençait à se détériorer sous l'effet de la friction. Les planches la ralentiraient, mais elles n'allaient pas l'arrêter longtemps. L'obscurité au-dessus de moi ne semblait pas aussi complète qu'elle l'avait été quelques minutes plus tôt. Les pelles étaient suffisamment proches maintenant pour que j'entende chaque coup alors qu'elle creusait dans le sol. La sorcière émit un son qui ressemblait à un grognement. C'était rempli de frustration et de haine. Le soufflement de l'air de mon masque s'arrêta. Le réservoir d'oxygène était à court. Cela aurait probablement dû m'inquiéter, mais j'ai pensé que mon sort allait être décidé d'une manière ou d'une autre avant d'avoir le temps de m'étouffer. J'avais en tout cas un autre problème plus immédiat à régler. La température dans le cercueil avait tellement augmenté que je transpirais à grosses gouttes, au point que je sentais mon cœur battre lourdement sous l'effet de la chaleur à mesure que les pelles se rapprochaient. N'ayant pas d'autre choix, je serrais les dents en tentant de me détendre le plus possible. Je sentais ma peau picoter, comme si je me trouvais à proximité d'un feu d'une chaleur ardente. Alors ma tête a baissé d'environ d'un demi-pouce lorsque la première planche de bois s'est détachée sous elle. L'esprit de la sorcière rit de satisfaction. J'ai rapidement soulevé mon cou pour que l'arrière de ma tête ne touche plus le bas du cercueil. J'étais horrifié par la perspective que ses doigts tranchants entrent en contact avec moi. Une pelle heurta le couvercle du cercueil. Il y avait un cri venant d'en haut et je pouvais entendre la terre être rapidement enlevée. Au même moment, une autre planche s'est cassée. Trop tard. Puis j'ai senti des doigts saisir l'arrière de ma tête. Ils étaient glacials contre ma peau brûlante. Je les ai sentis se contracter pendant qu'ils s'enfonçaient dans mon cuir chevelu. Sous l'effet de la douleur, ma bouche s'est ouverte plus que je ne l'aurais cru possible et j'ai hurlé de toutes mes forces. Le rire se transforma alors en un cri exalté. Je clignais des yeux tandis que le couvercle du cercueil s'ouvrait laissant tomber de la terre sur mon visage. La présence avait disparu. Les doigts ne me tenaient plus et j'étais de nouveau seul à l'intérieur de la boîte en bois. L'un des deux gorilles qui m'avaient initialement emmené m'a sorti de la tombe et m'a déposé sur l'herbe fraîche. Mes yeux se sont progressivement adaptés à la lumière et j'ai pu les rouvrir. Je n'avais jamais cru que revoir le visage de mes ravisseurs me procurerait une telle satisfaction. L'échange s'est déroulé sans encombre. Mon père avait promis de céder son territoire en échange de ma sécurité et c'était un homme de parole. Après une brève poignée de main entre lui et son désormais ancien rival, j'ai été déterré et c'était tout. L'employeur de mes ravisseurs était devenu maintenant beaucoup plus riche et, plus important encore, il avait la main mise sur le crime organisé de la ville. Je pense que mon père était secrètement heureux du résultat final. Il pensait à la retraite depuis un certain temps, et maintenant il était en mesure de le faire tout en garantissant que ses employés seraient pris en charge. De plus, il avait ces grosses liasses de billets sur lesquels pleurer si un jour la vie d'un patron du crime lui manquait. Et moi, j'ai reçu un cadeau d'adieu. J'étais sorti du cercueil en un seul morceau. Ma peau était un peu rouge à cause de la chaleur, mais ça s'estompait avec le temps. Quand un médecin m'a examiné, je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé, et il a conclu que l'étrange rougeur sur ma peau était due à l'hypoxie. Apparemment, un manque d'oxygène peut faire changer la couleur de votre peau. Quelques jours après mon calvaire, j'ai recommencé à l'entendre. C'était le même bruit de grattement et de griffes que j'avais entendu dans le cercueil. Au lieu de venir d'en bas, maintenant c'était à l'arrière de ma tête. Je pouvais l'entendre gratter contre l'intérieur de mon crâne. J'ai essayé de l'ignorer au début.
J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une sorte de TSPT et que les sons n'existaient que dans mon imagination. Cela n'a pas fonctionné, alors j'ai consulté un thérapeute. Le psy m'a dit maintes et maintes fois que ce que j'entendais n'était qu'une manifestation du traumatisme que j'avais subi, et que rien de ce que je pensais s'être passé à l'intérieur du cercueil ne s'est réellement produit. Ces mots sonnaient creux pour moi. À 3 heures du matin, par une froide matinée de novembre, je me suis réveillé debout devant cet arbre mort noueux indiquant la tombe de Lucia Walden. Il y avait une pelle dans ma main et un tas de terre fraîchement creusé à côté de moi. À mes pieds, un trou s'enfonçait dans la terre. Il faisait encore nuit dehors et la seule lumière provenait des phares de ma voiture. Je l'avais stationné pas loin sur la petite colline pour que je puisse être éclairé. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là. Je ne connaissais pas le comment, mais j'étais à peu près sûr de connaître le pourquoi. La sorcière était dans ma tête. Elle avait entendu que je m'endorme et m'avait ramené à sa tombe comme une marionnette pour déterrer son corps. J'ai grimpé dans ma voiture pour rentrer chez moi. En passant devant un bar sur le chemin de retour et décidant que j'avais bien besoin d'un verre, j'ai garé la voiture sur le parking et je suis entré à l'intérieur. J'ai commandé la boisson la plus forte au barman et je l'ai descendue d'un seul trait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que boire m'aiderait à résoudre mes petits problèmes. Cela fit cesser les bruits de grattement et je n'ai pas eu d'autres crises de somnambulisme depuis que j'ai commencé à me bourrer chaque nuit. Je suppose que mon cerveau ne sert plus à personne quand je suis complètement défoncé. Pas même à une sorcière. Mais je ne pourrai pas continuer comme ça éternellement. De toute façon, avec ce que je m'envoie, si Lucia Walden ne m'attrape pas, mon foie le fera. En tout cas, je vais devoir dessouler car je vais bientôt entreprendre un pèlerinage au Tibet pour essayer de me faire exorciser. C'est ma dernière cartouche contre cette maudite Lucia.